Eh bien, bonjour, Abdoulaye Diarra. Bonjour. Enchantée. Est-ce que on sait que tu travailles pour les Verts, c'est ça? Est-ce que tu peux... Enfin, tu es dans le parti des écologistes. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta fonction? En fait, à l'heure actuelle, je suis membre du Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts, nouvellement nommé les écologistes. Et en fait, le gros objectif pour nous, à travers cette instance, c'est tout simplement essayer de faire en sorte de coordonner nationalement le parti. Et à côté de ça, là, je viens d'être désigné comme candidat aux élections européennes. Donc c'est l'opportunité d'essayer de continuer à mener la bataille au niveau européen pour transformer la société et tout simplement faire en sorte que on puisse aussi avancer. Parce que l'Europe, c'est un chemin très important de bataille, que ce soit sur les questions purement environnementales, les questions sociales ou encore tout simplement sur les questions de migration. Il y a des gros enjeux qui jouent au niveau européen, donc c'est une très bonne opportunité pour nous. Ok, et en parlant justement d'environnement et d'écologie, comment est-ce que tu as fait pour te lancer dans la politique et en particulier chez les Verts? Pourquoi? Alors c'est un peu particulier parce que en fait moi mon premier engagement il a d'abord été social dans des organisations. En fait je suis l'ancien vice-président de l'UNEF, le syndicat étudiant. J'ai eu d'autres fonctions à destination des organisations de jeunesse. Parce qu'en fait, mon premier prisme d'entrée, il a été très basique. C'est lié au fait que je viens d'un milieu populaire. Et donc, ma première question, ça a été d'essayer de garantir le fait que d'autres jeunes qui étaient dans la même situation que moi puissent tout simplement étudier dans de bonnes conditions. Et c'est il y a 5 ans, dans le cadre des élections européennes, pour le coup, que j'ai été convaincu du besoin de s'engager aussi sur les questions climatiques. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que en fait, quand on est en situation de précarité, on est les premiers également à subir les impacts très concrets de la crise climatique. Sur le prix tout simplement du chauffage, sur le fait que la pollution de l'air, on est les premiers à le sentir. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de me mobiliser et que là, les écologistes m'ont donné ma chance. D'accord. Et oui, donc comme tu disais, parce qu'en ce moment même, on est au parc du quartier de la Paillade, qui est un quartier prioritaire de Montpellier. Toi-même, tu viens d'un quartier prioritaire, c'est ça? Moi, je viens pas d'un quartier prioritaire. J'ai grandi à Paris, dans le 13e arrondissement, mais dans un quartier populaire. Okay. En fait, pour schématiser, j'ai grandi au-dessus de magasins asiatiques. J'ai vécu toute ma vie dans des quartiers, ou en tout cas avec des populations qui, des fois, étaient confrontées à de la précarité de manière très importante. Et l'un des enjeux pour moi, c'est tout simplement de faire en sorte que, en fait, on arrête d'opposer la question de la fin du mois et la question de la fin du monde. En fait, on a besoin d'avancer sur les questions climatiques en même temps que les questions sociales. Et c'est quelque chose d'aujourd'hui que je porte. Et effectivement, on est aujourd'hui dans un quartier prioritaire. Et justement, en fait, très souvent, on séquence un peu les sujets. On se dit que quand on habite dans un quartier prioritaire, finalement, les questions climatiques, elles vont un peu plus loin. Finalement, c'est pas si intéressant que ça. Alors qu'en fait, que ce soit sur le financement d'entreprises d'économie sociale et solidaire, de médias de proximité, ou encore tout simplement à travers des dispositifs d'insertion et notamment par exemple de recyclage, on est réellement en capacité de changer les choses, tant socialement qu'environnementalement. Oula, je suis fatigué. Environnementalement. Parlant, exactement. Et j'ai envie de revenir sur ton parcours dans la politique. Justement, venant d'un quartier populaire, est-ce que tu as ressenti une certaine difficulté pour t'insérer dans la politique, ou au contraire, ça a été une force? C'est toujours compliqué parce qu'en fait, quand tu viens d'un milieu social moins aisé, moins favorisé, en fait, faire de la politique, c'est pas le truc le plus naturel. Surtout qu'on peut se le dire, des fois en politique, on voit pas souvent des visages comme nous, pour dire les choses poliment. Là, l'un des gros enjeux, en tout cas que moi, que je pense qui fait ma force, mais qui fait aussi la force d'autres personnes qui se sont battues avec moi, c'est de dire qu'en fait, on en a marre qu'on fasse de la politique pour nous et qu'on nous demande pas notre avis. Donc là, justement, la baston, et c'est l'un des gros enjeux, en tout cas, de ces élections européennes, et aussi pour le coup des écologistes, c'est de s'assurer qu'on représente bien l'ensemble de la population dans sa diversité et qu'on lui laisse sa place parce que quand on est concerné, on est les plus légitimes à pouvoir se faire entendre et surtout avoir des solutions très concrètes. Et d'ailleurs, on se demandait, est-ce que ton parcours scolaire reflète la vie politique que tu mènes aujourd'hui ou c'était pas du tout ce à quoi tu te prédestinais? Alors moi, pas du tout. J'ai fait des études de droit.
Et après, je suis tombé dans l'engagement syndical, sans me dire forcément que j'allais faire de la politique, mais plus que j'allais aider très concrètement les gens. Et après, j'ai pas mal évolué. J'ai d'abord fait des études d'économie sociale et solidaire, parce que le secteur m'intéressait, parce que je me suis dit qu'à travers une démarche sociale, on pouvait changer les choses. Et après, effectivement, je me suis dit que la communication, et notamment la communication politique, était un bon levier pour pouvoir faire entendre les problématiques et pour pouvoir mettre en lumière le fait que la politique, ça avait aussi le pouvoir de changer des vies, et ça positivement. Donc en fait, c'est une histoire de rencontre, une histoire d'engagement, et j'avoue que je ne me prédestinais pas forcément à cette voie-là. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait ma force, c'est qu'on n'est pas obligé de se dire qu'on veut faire de la politique pour finalement en faire. Tu penses que... Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer en politique et qui sent qu'il n'a pas forcément les ressources nécessaires? Alors moi, je lui dirais plusieurs choses, mais la première chose, c'est que en fait, on peut tous et toutes faire de la politique. En étant directement élu, comme là je me présente, en agissant très concrètement dans une association, dans un syndicat ou autre, en fait, on transforme très concrètement la vie des gens. En fait, c'est pas juste l'apanage d'élus. Et après, la deuxième chose, c'est que je lui dirais ce que je dis toujours à mes amis et aux personnes que j'incite à faire de la politique. Bah, au pire, on casse une porte. Les gens, ils veulent pas forcément de nous, ils nous reconnaissent pas tout à fait légitimes, c'est pas très grave. Nos combats, ils sont tout aussi légitimes que les autres. Là, ça fait un peu plus de 40 ans, par exemple, qu'il y a eu la marche pour l'égalité, et on le voit plus que jamais, on a besoin de parler de la question de la lutte contre les discriminations, le fait que le racisme progresse ou encore le populisme. Donc en fait, tout le monde est légitime à se faire entendre, et plus que tout le monde est légitime à se faire entendre, tout le monde doit pouvoir se faire entendre. On a vu justement que tu étais très investi dans la commission antiracisme des Verts. Et parlant justement des 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme, est-ce que tu trouves que c'est encore une grosse problématique aujourd'hui? Est-ce que ça s'est aggravé? Oui, ça s'est clairement aggravé. En fait, on est passé d'une phase où finalement on se battait pour nos droits il y a 40 ans, et après on a eu entre guillemets l'idée de dire que finalement les choses vont commencer à s'améliorer. Et là on voit qu'on a la réaction inverse. Ne serait-ce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des histoires de ratonnade. À Paris, il y a des groupuscules d'extrême droite qui sont descendus dans la rue et qui ont globalement réussi à obtenir la fermeture de plusieurs établissements universitaires, tout simplement pour la protection des jeunes qui étaient dedans. Donc ça témoigne d'un moment où, en fait, la question du racisme, du refus des étrangers, bah, elle est plus forte que jamais. Et si je m'investis dans cette commission aussi, sur la question du racisme, c'est parce qu'en fait, il est essentiel de montrer que l'écologie, c'est pas quelque chose qui est déconnecté de la réalité des gens. En fait, on ne peut pas être écologiste et en même temps avoir des discours racistes. Ce n'est pas compatible. En fait, ne pas comprendre que l'exploitation du vivant, de la nature et l'exploitation des individus qui la composent, c'est fondamentalement lié. Et il y a des très bons auteurs là-dessus, que ce soit sur l'écologie décoloniale, notamment pour montrer comment à travers l'esclavage, on en a aussi profité pour piller les ressources des populations. Donc l'un des enjeux justement, c'est de montrer comment l'écologie politique elle est en capacité d'agir sur les questions environnementales, sur les questions sociales, et aussi de permettre de garantir un mieux vivre ensemble. Et justement, parlant d'écologie, encore une fois, bien sûr tu as vu récemment, il y a la COP28 qui est en train de se dérouler aux Émirats Arabes Unis. Justement, est-ce que, je ne sais pas si tu as entendu, Macron il disait qu'il voulait qu'on arrête l'utilisation du charbon d'ici 2035, voire du pétrole d'ici 2045. Ça reste un idéal bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qu'il a dévoilé lors de justement cette COP28. Comment est-ce que toi tu vois la France d'ici 2035 et d'ici 2045 écologiquement parlant? Bah, c'est pas grâce à Macron qu'on va arrêter tout ça. Pour vous donner un exemple, il y a 5 ans, il a promis qu'on arrêterait le glyphosate. 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'il fait? La France s'abstient. Donc effectivement, un acte particulièrement courageux, c'est-à-dire que la France finalement dit ce n'est pas mon problème et donc permet l'autorisation du glyphosate pour les 10 prochaines années. Il nous dit qu'il va arrêter le charbon, le pétrole. En fait, l'une des difficultés qu'on a, c'est que là aujourd'hui, on est dans une période particulière où on a la droite et l'extrême droite qui s'allient très concrètement contre toute avancée écologique et sociale. Et donc là, l'urgence, si on veut que d'ici 30 ans, on puisse continuer à vivre sur une planète habitable, c'est tout simplement d'agir. Et donc, je pense qu'on peut sortir de cette situation, mais je pense que c'est à nous d'agir très concrètement. Alors évidemment, en tant que candidat, je vous invite très fortement à aller voter aux élections européennes, mais aussi à vous saisir des acteurs de la société civile de tous les jours.
Là, typiquement, on est sur un média qui permet tout simplement de reposer la question des médias, particulièrement dans un quartier prioritaire. Mais en fait, c'est pas anodin. C'est pas juste un petit détail parce que ça nous fait plaisir de faire un média. C'est parce que ça nous permet de reposer notre lien vis-à-vis de la politique et des débats de société. Bah, c'est la même chose quand on rejoint des associations, quand on rejoint des syndicats. Et puis, évidemment, quand on s'engage en politique. En fait, notre vocation première, et la mienne en tout cas, c'est d'essayer de transformer la vie des gens et j'essaye de le faire de la meilleure des manières possibles. Et puis comme je l'ai dit, j'ai un parcours divers. Donc il faut avoir en tête que en fait, j'ai jamais rêvé juste d'être élu. Je me suis jamais réveillé un matin en me disant je vais être absolument député européen. J'essaye d'être le plus utile possible et je pense que chacun d'entre nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, être le plus utile possible. Alors, il y a différentes manières d'être utile. Aujourd'hui, c'est en tant que candidat aux élections européennes. Demain, ce sera peut-être autre chose. Et justement, en parlant des européennes et de toutes les actions qui sont mises en place pour que justement la France soit correctement gouvernée et que justement l'écologie avance d'un grand pas. Il y a aussi cette histoire, cette idée de passer le flambeau. Toi par exemple, tu n'as que 30 ans, et pourtant tu voudrais être élue aux européennes, c'est ça? Ouais, j'ai 31 ans. 31 ans, pardon. Mais effectivement, en fait, je pense que c'est pas une question d'âge. Pour le coup, notamment sur la liste, il va y avoir des gens encore plus jeunes que moi. Il y a Amine Kessassi qui a une vingtaine d'années. Mais l'enjeu pour nous, c'est de garantir en gros qu'on ait des combats et surtout du renouvellement également, tant dans notre discours, dans notre vision politique, mais aussi dans les personnes qui le représentent. Moi, je pense qu'on pourra avoir 18 ans et être parfaitement légitime à être député européen, comme on pourra en avoir 65 et l'être tout autant. La question prioritaire, c'est comment et pourquoi on y va, et surtout comment on fait en sorte que ce qu'on dit, c'est-à-dire notre volonté d'essayer d'avoir une société plus écologiste, plus juste, ça devient une réalité, et surtout comment on respecte tout simplement nos engagements. Donc concrètement, ton combat aujourd'hui, c'est ce que tu viens de dire? Ouais, mon combat aujourd'hui, c'est de lier les questions de justice sociale et de justice climatique. En fait, et on le voit notamment quand on regarde le taux de participation, par exemple, aux élections municipales dans ce quartier. C'est, si je ne me trompe pas, autour de 10%. En fait, la question prioritaire de toute la population, c'est comment les élections, elles sont oui ou non en capacité de transformer notre vie et notre quotidien. Et l'Europe particulièrement, on le sait, c'est pas l'élection la plus passionnante d'un point de vue purement médiatique. Par contre, c'est un outil très concret qui peut nous permettre de changer notre vie. Et donc moi, mon combat, c'est de montrer à la population et de me battre dans ces instances pour qu'elle change réellement la vie des gens. Et je prends juste un petit exemple. Par exemple, en ce moment, on essaye de se battre au niveau du Parlement, au Sénat et à l'Assemblée pour mettre en place une allocation d'autonomie. Une aide universelle qui permettrait d'aider l'ensemble des étudiants, indépendamment de leur situation financière et de la situation de leurs parents. Un peu plus de 1 000 €. De la même manière, si au Parlement européen, je réussis à obtenir le fait d'obtenir un minimum de bourse, le fait que, quoi qu'il arrive, on puisse aussi garantir à l'ensemble des étudiants français de pouvoir étudier dans les meilleures conditions possibles, ça change concrètement la vie. Donc c'est un peu ça mes batailles. D'accord. Et justement, en parlant de la jeunesse, en parlant des jeunes en général, est-ce que c'est important pour toi qu'ils soient impliqués politiquement? Moi, je pense que c'est essentiel. Alors, pour le coup, j'ai été pas mal engagé dans des organisations de jeunesse, mais au-delà de cet attachement dû à mes batailles personnelles, je pense que c'est la jeunesse qui aussi nous permet d'insuffler du sang neuf et surtout de nous projeter vers l'avenir. En fait, si entre guillemets on ne reste qu'entre nous, qu'on ne permet jamais à des gens de pouvoir nous rejoindre, à des jeunes de pouvoir s'exprimer, de la même manière que nous ou différemment, de manière plus sympathique ou plus mobilisatoire, en fait, on n'est pas en capacité de répondre à l'ensemble des enjeux de société et surtout de comprendre que, en fait, dans un contexte tel que le nôtre aujourd'hui, c'est normal que beaucoup de jeunes n'aient pas envie d'attendre et surtout se disent qu'il faut qu'on soit plus virulent pour pouvoir nous faire entendre parce que leur situation et leurs préoccupations sont de plus en plus dures. Donc, il est essentiel qu'on fasse une place à la jeunesse et surtout qu'on s'assure que elle puisse se faire entendre dans notre parti politique, mais également même au dehors. Et justement, en dehors de leur faire une place, c'est pas forcément tous les jeunes qui sont vraiment intéressés par la politique. Même moi d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de me dire que, pas que ça ne me concernait pas, mais que j'avais du mal à la comprendre. Comment est-ce qu'on peut faire pour inciter les jeunes à s'intéresser un peu plus à la politique ?
Alors il y a plusieurs trucs. Le premier truc, et je le dis souvent en premier parce que je trouve qu'on a des fois on a une vision un peu simpliste. C'est-à-dire qu'on se dit bah au pire il faut leur parler simplement. Comme si finalement les jeunes ils n'étaient pas en capacité de comprendre un discours complexe. En fait, la question c'est pas qu'on leur parle simplement ou pas. La question c'est comment on répond à leurs problématiques quotidiennes. Et comment on leur montre que, entre guillemets, il ne va pas falloir 5 ans pour que les choses changent, mais que très concrètement on est en capacité de changer la vie des gens. Et après le deuxième enjeu, c'est de leur ouvrir les portes, c'est-à-dire de leur dire qu'ils peuvent s'investir chez nous pour pouvoir tout simplement porter leur combat. C'est-à-dire que, effectivement, nous on mène la bataille, mais qu'eux aussi ont légitimement la possibilité de le faire. Et après, et dernier petit sujet, c'est tout simplement d'aller les voir partout. Alors c'est sur les réseaux sociaux, c'est dans leur quartier, c'est tout simplement au quotidien dans leur lieu d'études ou dans leur lieu de vie. Mais en gros, l'enjeu, c'est d'aller voir les jeunes partout parce que quand on ne leur parle pas, bah, c'est normal finalement qu'ils se désintéressent de la politique. Très bien. Et peut-être une dernière question, un petit conseil pour tous les jeunes, pour qu'ils soient motivés et peut-être qu'ils soient plus intéressés aussi aux élections européennes. Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est que en fait, l'Union européenne, elle paraît lointaine. On ne se rend pas toujours compte de ses effets. On ne se rend pas compte que, par exemple, sur la rénovation de bâtiments, sur du financement même d'entreprises locales, l'Union européenne passe par là et donne du financement. On ne se rend pas compte, par exemple, que sur les questions d'alimentation, en fait, l'une des grosses difficultés qu'on a, c'est la PAC, l'un des plus gros budgets de l'Union européenne, et le fait qu'ils financent de la malbouffe et surtout, aujourd'hui, une situation où tout le monde ne peut pas manger à sa faim. Donc en fait, on ne voit pas toujours les impacts de l'Union européenne. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est entre guillemets de se renseigner, mais au-delà de ça, c'est de venir nous voir, de venir échanger avec nous. Nous, on va essayer d'aller les voir, mais en tout cas de tout simplement voir comment on peut transformer cette Union européenne dans une période où on en a plus que jamais besoin et de montrer que face à la guerre, on a besoin d'unité, de pouvoir avancer collectivement. Et en fait, je suis encore intéressée par une réponse de ta part. Si tu devais donner un message à n'importe qui par rapport à ton parcours politique ou à ton parcours personnel, quel message voudrais-tu faire partager aux gens qui nous regardent? Alors moi, je dirais que tout est possible. En fait, ça peut paraître bête et méchant, mais en fait, rien ne doit nous arrêter quand on est convaincu qu'on a besoin de transformer cette société et qu'on est en capacité de le faire. Alors oui, quand on vient d'un milieu social modeste, c'est plus dur de se dire qu'on a la capacité de pouvoir agir et qu'on va se faire entendre. Quand on est victime de discrimination, raciste, LGBTI+, phobe ou autre, c'est difficile de se dire qu'en politique, on va pouvoir se faire entendre et se faire respecter. Par contre, en fait, si nous, on ne s'implique pas, si nous, en tant qu'acteurs politiques, on ne leur donne pas la parole, on ne me donne pas la parole en l'occurrence, en fait, derrière, on n'est pas en capacité de pouvoir changer les choses. Donc, à nous de leur donner les outils et à vous de vous saisir pour tout simplement faire en sorte qu'ensemble, on puisse réellement changer la société. Parce que sans vous, on ne peut pas. Très bien. Merci beaucoup, Abdoulaye Diarra. Merci à toi. Et à une prochaine fois, je l'espère. Quand vous voulez.